franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre sur Radio Cotonou, bienvenue à vous. Radio Cotonou, nous émettons sur la 94.3, la seule fréquence municipale au Bénin. 10 mois après le lancement du projet Prévention de l'extrémisme violent, à travers le projet Prévention de l'extrémisme violent, l'autonomisation des femmes à travers l'autonomisation des femmes et des jeunes dans les communes de Malanville et de Segbandan, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atropo, a pris part cette semaine à Kandi, dans le Septentrion, à la deuxième session du comité de pilotage de ce projet. Qu'il vous souvienne, le projet de prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes est une initiative novatrice qui vise à apporter des solutions concrètes aux défis de sécurité dans les communes de Malanville et de Segbandan. Cette activité cadre bien avec l'objectif de l'Association nationale des communes du Bénin qui est la structure factière des communes béninoises. Créée en novembre 2023, elle sert d'interface entre communes et pouvoirs publics d'une part et entre communes et partenaires d'autre part afin de représenter valablement et défendre les intérêts des membres. Il s'agit bien entendu des communes. Appui au développement local, quel bilan pour l'ANCB 20 ans après sa création? C'est donc la thématique de cette semaine sur votre émission dominicale Franc-Parler. Pour en parler, nous recevons M. Segla Lioussou. Il est le directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin. Monsieur Lioussou, bonjour. Bonjour, monsieur Nao. Merci d'avoir accepté notre invitation sur cette émission. C'est moi. Et voilà, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Tipé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert, bien entendu, à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez également laisser vos messages par WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Je reviens vers vous, monsieur le directeur exécutif. À nouveau, bonjour. Bonjour. Et voilà, je voudrais d'abord vous poser la question, comme d'habitude sur notre émission, c'est bien, connaître un peu plus nos invités. Comment vous vous êtes retrouvé à la direction exécutive de l'ANCB? Merci. Le congrès constitutif a eu lieu les 5 et 6 novembre 2003. Puis 2004, avec l'appui du partenariat pour le développement municipal et le projet allemand PDDC, les autorités de l'ANCB d'alors ont lancé le recrutement de ce qu'on a appelé à l'époque le secrétaire permanent. J'ai postulé comme plusieurs autres. Et à l'issue de la compétition, je n'étais pas premier, j'étais deuxième. Le premier était directeur dans un ministère et son ministre ne l'a pas libéré pour aller occuper le poste de secrétaire permanent. Donc il a appelé l'ANCB pour décliner et c'est comme ça que de ma position de deuxième sur la liste, j'ai été appelé pour occuper le poste. Donc c'est une décision de la nature. Exactement. Vous avez quel profil pour arriver là? Je suis administrateur civil avec une spécialisation en management des organisations publiques. D'accord. À la base, j'ai une formation d'administration des communes. Ah d'accord. Voilà. Donc ce n'est pas n'importe qui que nous avons en face de nous. Je peux dire que je suis dans mon marigot. Alors, c'est un plaisir donc de vous avoir sur cette émission. Et comme je l'avais mentionné, vous l'avez rectifié. Dans mon introduction, je parlais de la création de la NCB en novembre 2023. Non, c'est pas ça. 2003. C'est plutôt 2003 que vous devriez retenir. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, nous sommes bien entendu sur l'émission Franc-Parler. Alors, je voudrais donc, pour démarrer cette émission, vous demander quelle appréciation vous avez du processus de la décentralisation au Bénin depuis 20 ans. La décentralisation au Bénin est une prescription
de la Conférence nationale des forces vives, qui a été transcrite dans la Constitution du Bénin, Oui. et qui s'est manifestée par la suite à travers des lois votées par le Parlement. Et les premières élections ont eu lieu en décembre 2002, janvier 2003. Et c'est là où les premiers conseils communaux municipaux ont été installés et ont effectivement démarré. 10-15 ans après, il y a eu une évaluation, un séminaire qui a évalué, qui a relevé les forces et les faiblesses. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se féliciter de ce que le processus continue, de ce que les communes existent, fonctionnent. Nous sommes l'un des pays où, je dirais, la démocratie locale fonctionne. Fonctionne, c'est vrai, il y a des difficultés par-ci, par-là, mais globalement, la démocratie à la base fonctionne au Bénin. On dirait que vous ne pouvez pas, dans votre position, jeter la pierre au fonctionnement de la décentralisation. Pas du tout. J'apprécie plus ou moins objectivement. Oui, je suis dans le processus depuis le début et j'ai l'opportunité d'être dans des réseaux et je vois comment ça se passe dans d'autres pays et je peux dire de façon plus ou moins objective que chez nous, on peut se frotter les mains, même s'il y a des choses à corriger, même s'il y a des faiblesses dont nous sommes conscients, on peut quand même se dire qu'on n'est pas si mauvais. Et donc, vous direz donc aux auditeurs que vous avez donc la main libre pour nous dire un tant soit peu ces difficultés dont vous parlez. Tout à fait. D'accord. On va y revenir certainement, mais je voudrais maintenant qu'on puisse s'intéresser un tant soit peu au rôle de la NCB durant ces années. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Comme vous le disiez en introduction, est une fêtière, c'est la fêtière nationale des communes, appelée à défendre les intérêts des communes, à rendre des services à ses membres et à constituer une plateforme d'échange. Vous savez, la NCB, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est le plaidoyer, c'est la structure porte-voix. Le deuxième pilier, c'est les services aux communes. Et c'est le troisième pilier qui est la plateforme d'échange et de partage d'informations. Pendant un bon moment, la NCB s'est employée à travailler le premier pilier. Le pilier du plaidoyer, le pilier du portage des voix des communes, à travers différents canaux. On a mis en place des commissions thématiques qui produisent la réflexion, cette réflexion qui est portée par les autorités, le président en l'occurrence. Mais depuis bientôt 10 ans, nous avons commencé par travailler véritablement le second, le deuxième pilier. On travaillait le premier et le troisième, mais le deuxième était plus ou moins négligé. Mais là, la NCB a commencé par travailler sérieusement sur le deuxième pilier qui concerne les services. Rappelez aux auditeurs les 3 piliers, c'est important. Le premier pilier, c'est être porte-voix, représenter les communes, représenter les membres devant les autorités, devant les partenaires. Le deuxième, c'est rendre des services de qualité aux membres. Et le troisième pilier, c'est constituer cette plateforme d'échange, de partage d'informations entre les membres. D'accord. Allez-y. Et donc voilà, je disais que les deux, le premier et le troisième pilier, ont été suffisamment pris en compte, utilisés depuis le début. Mais depuis quelques années maintenant, on a commencé par travailler aussi avec le troisième pilier. Et dans l'évolution, je vous donnerai quelques éléments D'accord. Alors, comment l'association s'est-elle véritablement adaptée au fil des années? Comment vous avez pu faire? Il faut dire qu'au début, les choses n'étaient pas faciles. D'accord. Et peut-être que c'est le moment de rendre un hommage à tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'association. Chacun a fait ce qu'il a pu. Oui. Mais avec l'arrivée de l'actuel président, président Luc Setonji Atropo, la NCB a pris un nouvel essor. On
on est passé à une autre dimension. Vous voulez caresser votre président dans le Pas- sens du poil. Pas vraiment, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais là depuis le début. Ici, et donc, ici, je vous en prie. Ici, c'est franc-parler. c'est franc-parler. Je vous en prie. Je vous parle franchement. Faut pas passer au noir ce que les autres ont pu réaliser. Pas du tout. Et seulement célébrer. Je leur ai bien rendu, entendu. je leur ai rendu hommage D'accord. avant de commencer. Oui. Ils ont fait. Mais parlez-nous des autres d'abord avant de venir. Mais c'est ce que j'ai commencé par dire. Allez-y, Ils ont fait ce je qu'ils vous ont. écoute. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu où Oui. ils étaient. Oui. Mais il faut saluer la vision de D'accord. l'actuel président. D'accord. C'est quelqu'un qui s'est battu pour qu'on opérationnalise le deuxième pilier, dont j'ai commencé par parler plus haut. Vous savez, c'est très difficile de rendre des services. Ça demande des moyens, ça demande des ressources, ça demande beaucoup de mobilisation. Les autres ne manquaient pas de volonté. D'accord. Mais il y a cette vision, il y a ce dynamisme qui a peut-être manqué un peu, ce que nous retrouvons aujourd'hui, et qui amène à taper à toutes les portes. Les partenaires, l'AIMF, si je vous dis ce que l'AIMF a fait avec nous, aujourd'hui l'ANCB a son siège. Dans la sous-région, nous faisons partie des rares associations à disposer d'un siège comme le nôtre. Et ça, c'est grâce au dynamisme des autorités actuelles de la NCB, notamment du président, avec l'appui de l'AIMF, avec l'appui du gouvernement, parce que ça aussi, il faut le dire, depuis un certain moment, on a un appui, un gros appui, je dirais, du gouvernement de notre pays. La construction du siège, le gouvernement nous a fortement accompagnés là-dessus. Donc c'est des efforts que vous reconnaissez bien entendu pour la stratégie qui est mise en place par l'actuel président donc de l'ANCB, Luc Setondia Atropo. Alors comment l'association s'est adaptée au fil des années aux réalités bien entendu de notre système de décentralisation? Beaucoup voient en l'ANCB un syndicat. Parfois, lorsque vous échangez avec certains partenaires ou certains cadres du pays, ils vous reprochent le manque de prise de parole, le manque de vivacité, d'intervention de l'ANCB sur les débats d'actualité, etc. Mais l'ANCB, je profite de votre antenne pour le dire, n'est pas un syndicat des communes, n'est pas un syndicat des maires. L'ANCB, c'est une association de personnes publiques, c'est une association de communes, les communes qui sont des démembrements, qui sont des personnes publiques territoriales. Donc c'est ce regroupement-là qui constitue l'ANCB. L'ANCB n'est pas un syndicat. L'ANCB travaille en partenariat avec les pouvoirs publics. Lorsqu'il y a une préoccupation, nous discutons avec le gouvernement, nous discutons avec les autres démembrements du pouvoir et nous cherchons les voies et moyens pour que la préoccupation soit bien prise en compte. Donc, au fil du temps, c'est ce rôle que la NCB a joué. Beaucoup de choses se font, beaucoup de problèmes se règlent de façon discrète, mais parce qu'on n'en parle pas, parce que ce n'est pas exposé dans les médias, les gens ne savent pas, le commun des mortels ne sait pas ce qui se fait. Et on n'a pas forcément besoin de communiquer sur tout. Oui. L'essentiel, c'est que les institutions fonctionnent, c'est que les services de qualité soient rendus aux populations. D'accord. Alors, vous le savez très bien, depuis des années, le véritable problème qui s'est posé avec la décentralisation, c'est bien entendu le transfert des ressources aux communes. Quel est le rôle qu'a joué concrètement l'ANCB sur ce volet-là jusqu'à ce jour? Un artisan important sur le volet du transfert des ressources, parce que dès le départ, nous avons réalisé une étude qui a montré ce que le gouvernement, ce que le niveau central continue de dépenser comme ressources, mais qui, du fait de la loi, est transféré aux communes. Et c'est avec ce document que nous avons fait le plaidoyer avec le gouvernement. Nous avons discuté et petit à petit, les montants transférés ont augmenté.
Mais mieux, avec nos échanges, le gouvernement a pris la décision de réaliser ce qui s'appelle les plans 2D, les plans de décentralisation et de déconcentration au niveau des ministères sectoriels. D'accord. Et donc, au niveau de tous les ministères où ces plans ont été élaborés, on sait avec précision, pour ce qui est des attributions du ministère, ce qui, de par la loi, doit être transféré aux communes et ce qui doit être déconcentré, parce que la décentralisation au Bénin s'accompagne de la déconcentration. Et donc, pour que les communes exercent pleinement leurs attributions, il faut que le niveau déconcentré soit renforcé pour l'assistance conseil prévue par la loi. Et donc, ces plans permettent aux ministères sectoriels de déterminer avec précision ce qui doit être transféré et ce qui va être déconcentré pour renforcer le niveau départemental afin d'apporter l'assistance appropriée aux communes. Donc, on a travaillé sur ces sujets-là. L'ANCB est membre de plusieurs commissions. Vous savez, au niveau national, il y a des commissions qui travaillent sur différentes questions dans différents secteurs. L'ANCB est représentée dans presque toutes ces commissions-là. C'est des maires, c'est des adjoints aux maires, c'est des élus qui participent aux réunions, qui portent la voix des communes, qui soumettent les préoccupations des communes et donc qui font avancer les débats au niveau de ces différentes commissions. Ça, ce n'est pas toujours connu du grand public. Les réunions des commissions se tiennent dans des salles de conférence des ministères. Ce n'est souvent pas couvert par la presse. Et donc, on ne sait pas ce qui se fait. Des audiences sur des audiences. Des audiences, on ne sait pas ce qui se fait. De l'économie et des finances. Exactement. Oui. Et beaucoup d'échanges. Et même avec le chef de l'État, les rencontres entre le bureau de l'ANCB et le chef de l'État ne sont pas toujours couvertes. Il y en a eu beaucoup. D'accord. Et il a une écoute très favorable pour le bureau de l'ANCB. Le ministre de l'économie et des finances, beaucoup d'échanges avec le bureau de l'ANCB. Le ministre de la décentralisation, beaucoup d'échanges avec le bureau de l'ANCB. Mais tout ça, ça se fait de façon discrète. Ça fait avancer les choses, mais le commun des mortels ne sait pas. D'accord. Mais est-ce que les membres se retrouvent au sein d'une famille au niveau de l'ANCB? L'ANCB travaille à créer la famille. Vous savez, en 2022, nous avons été frappés par des inondations. Il y a 2 ans, des inondations qui ont touché une 60aine de communes. Spontanément, les maires ont écrit au président de l'ANCB. Parce qu'ils se disent, c'est notre famille, c'est notre première référence. Ils ont écrit au président et ils ont demandé l'appui de l'ANCB. Aussitôt, le président nous a instruits. On a monté ce que nous avons appelé projet mesures d'urgence de riposte contre les inondations. Nous avons sollicité l'Association internationale des maires francophones. Moi, je peux en parler parce que je vis les choses de l'intérieur. D'accord. Je peux vous dire combien le président Atropo s'investit personnellement pour aller chercher des financements pour ces genres de projets. Combien d'heures il passe au téléphone avec les partenaires pour négocier, insister. Non, on a des soucis, on a des problèmes, il faut venir en aide aux communes, envoyer des images, parce qu'on a demandé aux communes d'envoyer des images, qu'ils envoient aux partenaires pour insister, demander leur intervention. Et effectivement, nous avons pu avoir l'appui de l'AIMF, l'ANCB même a mis la main à la poche. Et je vous dis, nous avons parcouru, si vous permettez, je vous dis, Cotonou, Abomey-Calavi, Grand Popo, Lokossa, Atieme, Bopa, Togo, Lalo, Klekame, Semekodi, Porto-Novo, Avrankou, Dangbo, Adjoum, Bonou, Pobe, Agege, Bukumbe, Kobli, Materi, Wenki, Zanyanado, Zakota, Zogodome, Didja, Dassa Zoume, Glazoué, Bante, Kopargo, Natitengu, Parakou, Perere, Karimama, Malanville, Pembereke. Vous cherchez quoi là-bas? Toutes ces endroits-là, vous cherchez quoi? Toutes ces communes-là ont été frappées par les inondations. Ah bon? Et oui, et il fallait manifester la proximité de l'ANCB. D'abord, c'est le président lui-même. Il a lancé cette campagne-là. Il est allé à Malanville, lancer cette campagne nationale d'appui aux communes touchées par les inondations. 2 objectifs. 1, sensibiliser les populations sur les comportements à avoir dans ces périodes-là, lorsque vous avez été frappé par les inondations, que vous avez quitté
votre habitat naturel, vous vous retrouvez peut-être logé dans des écoles, logé dans des centres de santé, sensibiliser et apporter la compassion de la NCB, la proximité à l'occasion. Il a apporté des vivres, il a apporté du savon, tout ce qu'il faut pour l'hygiène et aussi des kits scolaires aux enfants. Dans toutes ces communes où nous sommes passés, le président a offert entre 200 à 500 kits à chaque commune pour les écoliers parce que, et je vous dis, on est arrivé dans certaines communes où la rentrée a commencé, mais les élèves ne pouvaient pas aller à l'école parce que les écoles étaient occupées du fait des inondations. Tout à fait. Donc voilà, c'est des réalités qui se vivent chez nous et il faut être avec les communes pour savoir. C'est ça. On a monté un projet que nous avons soumis à l'Organisation internationale de la francophonie. Appui aux femmes. Ça, c'était juste les femmes. Et malheureusement, l'enveloppe n'était pas très grande. Donc, on ne pouvait toucher que 3 communes. On a touché Aplahoué, Zé et Glazoué. Dans ces 3 communes, on pouvait toucher que 15 femmes par commune. 15. Malheureusement, on en a touché 45. Mais qu'est-ce que nous avons fait? L'objectif du projet, c'était le renforcement, la promotion de l'économie locale par le renforcement des activités génératrices de revenus au niveau des femmes. On a aidé les femmes à apprendre quelque chose de concret. Il y en a qui ont appris à fabriquer du savon congui. Il y en a qui ont appris à fabriquer la bouillie. Des choses très concrètes sur lesquelles les femmes ont été formées en 1 mois, 2 mois, et qui leur ont permis de démarrer des activités génératrices de revenus. Deuxième, on a formé ces femmes-là sur l'utilisation du téléphone pour faire du banking. Et on leur a donné un capital de démarrage de 50 000 par femme. Ça, c'est une initiative du président. On a soumis. Il a souhaité qu'on l'a fait et on a eu le financement, un petit financement. Mais ces femmes-là, vous n'imaginez pas, quand on est allé pour la clôture du projet, les femmes ont souhaité qu'on étende cette initiative. Les bénéficiaires il y avait tellement d'émotions et on pouvait comprendre. Parce que lorsque vous formez une femme, que vous lui donnez 50 000 pour démarrer une activité génératrice de revenus, c'est toute une famille que vous sortez. C'est des enfants qui peuvent avoir l'argent de petit déjeuner chaque matin. C'est la nourriture du soir qui est assurée. Il y avait une forte émotion. Malheureusement, on n'a pas plus de moyens pour aller au-delà. Pour aller au-delà. Alors, je reste donc dans cette dynamique pour vous demander concrètement quels sont les grands chantiers sur lesquels la NCB s'illustre aujourd'hui réellement dans notre pays, le Bénin. La NCB est partout. Partout où le besoin est. Et vous savez, les besoins sont multiples et multiformes. Les besoins sont partout. Et donc, la NCB est sollicitée sur toutes les questions. Vous avez évoqué tout à l'heure le projet prévention de l'extrémisme violent. Oui. Nous étions là quand les maires du Septentrion commençaient par appeler le président. Monsieur le Président, ça ne va pas. Ce dont on parle dans le Sahel se voit déjà chez nous. On a des soucis à Karimama, on a des soucis ici et là. Et le président dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On a monté ce projet-là. Heureusement, on a eu l'accompagnement de l'Union européenne là-dessus. Là aussi, ce n'est pas un gros budget. Vous avez dit tout à l'heure, on est en train d'intervenir dans 2 communes, Segbana et Malanville. Si on avait plus, on serait allé plus loin. Mais là, c'est des faits concrets. On s'est rendu compte que la cible, ou les principales cibles de l'extrémisme, ce sont les femmes et les jeunes. Et donc, si on veut agir, il y a le côté sécuritaire sur lequel il faut agir, mais il y a aussi le côté développement, le côté économique, satisfaction des besoins, parce que c'est ça le terreau. Lorsque j'ai des besoins, lorsque j'ai faim, je suis vulnérable. Vulnérable, et qu'on vient me proposer 10 000, 20 000 par jour, je suis preneur. Et donc, comment aider ces populations-là à sortir de cette vulnérabilité?
c'est ce qui a motivé ce projet. 2 groupements de femmes, à Malanville et à Segbana, ont été accompagnés à créer des périmètres maraîchers sur 1 hectare. 2 groupements de jeunes à qui on a acheté des bœufs pour faciliter leurs activités. Mais ce qui, personnellement, dans ce projet, moi, ce qui me séduit personnellement, ce sont ces 50 jeunes que nous avons mis en apprentissage. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes déscolarisés dans nos communes. Il y en a qui ont la volonté de faire quelque chose, mais n'ont pas les moyens. Et donc, par l'entremise de ce projet-là, on en a identifié 50, 25 dans chaque commune, que nous avons mis en apprentissage. Nous avons discuté avec les maîtres artisans, coiffeurs, couturiers, soudeurs, sérigraphes. C'est les jeunes même qui ont choisi. Et on a discuté avec les maîtres et on les a mis en apprentissage. On a payé les frais de formation. On a payé le petit matériel qui leur permet de se faire former. Et à la fin du projet, c'est prévu un petit capital pour les aider à s'installer. Acheter une machine à coudre, acheter quelques pelles, etc. C'est prévu. Mais nous avons pris le soin de dire aux parents, pour les jeunes filles qui ont accepté de participer à ce programme, de grâce, ne les mariez pas avant la fin de la formation. Et les parents ont été d'accord, les parents ont pris l'engagement, et jusque-là, tout va bien. Les filles sont en apprentissage. Vous êtes sûr que tout va bien? Pour le moment, tout va bien. Et nous espérons que tout... Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a impliqué... Le projet ne se mène pas que par la NCB. Parce qu'il y a la réalité. Hein? Les deux autorités communales sont impliquées. Oui. Aussi bien à Segbana qu'à Malanville, le maire et son staff. On a même mis en place des comités locaux d'appui à l'insertion. Parce que les jeunes, nous voulons leur faciliter l'insertion après. Non, il y a toute une batterie de mesures pour permettre que les jeunes finissent calmement leur formation et s'installent. D'accord. Alors donc, on peut dire quand même que le chantier est totalement ouvert pour la NCB sur certaines actions qui sont menées. Vous n'avez rien oublié, j'espère. Non, je vous le dis, nous intervenons partout lorsque la demande est faite. Nous avons, avec le consul du Bénin à Naples, démarré un partenariat au profit des communes. Et là, nous sommes dans le septentrion, dans l'Atakura, Djougou, dans la Donga et Kouandé, Kopargo, dans l'Atakura. Qu'est-ce qui s'est fait là? C'est des modules de classe. Là aussi, le président a été contacté. Le président, on a besoin de... Il a cherché les partenaires. On a eu le consulat du Bénin à Naples qui est venu en aide. Donc, des modules de classe, 3 classes avec bureau et magasin, on en a fait à Kopargo, à Kouandé, à Djougou et à Zé. Les forages, on en a réalisé à Koyogbe, Djougou et bientôt Zandianado et Bembereke vont en bénéficier. On a réhabilité le centre de santé de Djoméoutin ici à Cotonou avec équipement et les dons de kits, ça se fait régulièrement dans les écoles. Même les orphelinats sont touchés avec des dons de, comment ça s'appelle, les kits pour les orphelins en fin d'année surtout. D'accord. NCB est de plus en plus présente dans la réalisation d'infrastructures pour appuyer les efforts des autorités communales, alors que pendant de nombreuses années, elle s'est contentée de respecter donc qu'est-ce qui est le moteur de la mécanique à ce niveau? Pourquoi vous avez changé de paradigme en quelque sorte? On n'a pas changé, c'est ce que je vous dis. Oui. On a fonctionné avec les 2 piliers, plaidoyer et partage d'informations. Mais après, on s'est rendu compte qu'il faut actionner le pilier numéro 2. Et ça, c'est vraiment une décision du président Luc Atropo, et aussi poussé par les demandes, les sollicitations de ses pairs. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas ce jour où un maire ne l'appelle pour lui dire « Président, j'ai telle préoccupation ». Et vous le connaissez peut-être pas, mais il est altruiste. Il est capable de s'oublier pour les autres. Et c'est pour ça, et ça nous met la pression au plan technique, parce que à chaque fois qu'il a une demande, à chaque fois qu'il y a une sollicitation, il nous met la pression pour qu'on trouve des réponses aux préoccupations des élus. Et ça nous a amené à développer
Parfois, vous avez du potentiel que vous ignorez. Il a fallu sa vision, son dynamisme, ses relations, son carnet d'adresses et tout, pour qu'aujourd'hui la NCB se mette à réaliser des choses extraordinaires au profit des communes. Nous ne savions pas que nous étions capables de tout cela. Donc, il faut l'avouer, sa vision, son leadership qui ont donné ce nouvel élan à la NCB. Alors, je voudrais donc vous attaquer un tant soit peu sur ce volet communication. Et vous le savez bien, le Bénin est doté d'une radio municipale et vous êtes sur la fréquence 94.3. Est-ce que véritablement les maires qui sont au niveau de la NCB savent qu'il y a une radio municipale au Bénin? Monsieur Naoum, je vais vous surprendre en vous disant que la NCB a cherché à renforcer Radio Cotonou. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu les effets ici. Parce qu'effectivement, vous avez une radio qui est à votre disposition, mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de choses qui se font. Oui. Et nous ne parlons pas souvent. Nous parlons lorsque nous avons des résultats. Lorsque nous avons du concret. D'accord. Moi, Segla Lioussou, je peux vous dire que l'ANCB a adressé une requête à plusieurs partenaires pour soutenir Radio Cotonou. Et c'est ça l'élément que nous avons mis en avant. Dans tout le Bénin, c'est la seule radio municipale que nous avons. Nous voulons la renforcer pour montrer que cela peut se faire et que toutes les communes qui ont l'ambition de lancer une radio peuvent le faire. Les communes peuvent venir s'inspirer. En fait, c'est ça l'objectif. Faire de Radio Cotonou une référence en termes de radio municipale pour que les autres communes qui ambitionnent de lancer la même initiative n'aillent pas en Europe chercher des références, mais viennent. Je voudrais juste. On a reçu un invité ici qui est venu et qui a vu notre cadre de travail. Il dit Radio Cotonou, porté par le maire Luc Setoni Atropo, président de la NCB, et vous êtes dans cette situation. Non, je crois que c'est pas encore ça. Il a bien dit. Oui. Non, je vous assure, il a bien dit. Et c'est ça. Vous le connaissez. C'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui aime bien faire les choses. C'est moi qui ai suivi personnellement ce projet-là. D'accord. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je vous dis qu'un tel projet a été monté, adressé à des partenaires. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu l'appui, mais nous espérons recevoir. Ce n'est pas le maire de Cotonou qui a soumis. Donc on peut aller au couvent et commencer à prier. C'est l'ANCB qui a soumis. Oui. Oui, pour renforcer Radio Cotonou. Je vous dis. Donc on peut se frotter les mains et espérer. On espère que les appuis vont venir. D'accord. Nous allons poursuivre cette émission également sur le volet, je voudrais donc revenir là-dessus, les questions de sécurité aujourd'hui qui se posent à la République. Oui. Alors, comment la NCB travaille? C'est vrai, vous avez lancé donc un projet contre l'extrémisme violent depuis 10 mois qui se déroule donc dans le Septentrion, mais sur toute l'étendue du territoire national, il faut avouer quand même qu'il y a des défis de sécurité. C'est pas seulement au nord. Alors, qu'est-ce que vous faites pour véritablement accompagner le pouvoir public à assurer la sécurité des Béninois? Nous avons lancé l'année dernière ce renforcement de capacité, cette formation sur la coproduction de la sécurité. Et c'est une formation qui a été adressée aux chefs de village, chefs de quartier, le niveau le plus bas de l'autorité au niveau de l'État. Parce que c'est là où les problèmes se posent. Lorsqu'une personne étrangère, lorsque quelqu'un, une personne allogène rentre dans un milieu, les premiers à le savoir, c'est le chef de village ou le chef de quartier. C'est ça. Donc nous sommes allés vers ceux-là. Nous avons appelé les forces de sécurité et ensemble, on a discuté en disant désormais, travailler ensemble. On a surtout montré aux chefs de village et aux chefs de quartier l'importance de collaborer, de travailler avec les techniciens de la sécurité pour que la sécurité soit effective dans nos territoires. On a rappelé au maire son rôle
premier en matière de sécurité, parce que c'est le premier policier de la commune, c'est le maire. On a rappelé quelles sont ses missions, quelles sont ses prérogatives, avant d'informer les chefs quartiers et les chefs villages sur le rôle irremplaçable qu'ils ont à jouer en matière de sécurité. Et cette formation s'est déroulée dans toutes les communes. On a touché tous les chefs quartiers et tous les chefs villages, les 5300. Ils ont été touchés par cette formation. La formation a été lancée ici à Cotonou. Elle a été clôturée à Materi il y a quelques jours. Voilà ce que nous avons fait. Parce que la question de la sécurité est primordiale. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il n'y a pas de promotion de l'économie. Il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a rien. Donc nous avons, et ça, il faut là encore saluer le gouvernement, remercier le chef de l'État, remercier le ministre de l'économie et des finances, remercier le ministre de la décentralisation, qui ont compris le bien fondé de cette action-là et qui ont accompagné financièrement la NCB, la présidente de la République, qui a mis à disposition les experts, la cellule présidentielle de sécurisation du territoire. Ce sont les experts de cette cellule-là qui sont des hommes de l'armée, des techniciens de la sécurité. Ce sont eux qui nous ont accompagnés dans toutes les communes pour aller parler aussi bien aux élus à la base qu'aux policiers, commissaires, pour créer le lien, renforcer le lien entre ces deux parties pour la sécurisation du territoire. D'accord. Alors, on sait par exemple que la ville de Cotonou est dotée donc d'une police municipale. Est-ce qu'au sein de l'Association nationale des communes, est-ce que les autres communes réclament donc à avoir également cette autorisation-là de mettre en place une police municipale? Est-ce que la demande est faite? Dans tous les cas, le gouvernement a mis en place le cadre réglementaire pour la mise en place d'une police municipale. Oui. Récemment, et la ville de Ouagadougou s'enorgueillissait de ce que c'est elle qui, dans la sous-région, a été la première à lancer une police municipale qui aujourd'hui fait, je crois, 1000 agents. Ça vient progressivement chez nous. Nous, à Cotonou, aujourd'hui, on a une police municipale et je pense que progressivement, dans les autres villes, surtout les villes où le problème de sécurité se pose, parce que ça aussi, lorsque nous étions sur le terrain, c'est un élément que les populations, les élus ont soulevé, c'est que la couverture est faible. On est allé dans des communes où, avec 8, 9 arrondissements, on n'a que 2 commissariats d'arrondissement. Or, la stratégie, c'est d'avoir un commissariat par arrondissement. On est allé dans certaines communes où les élus ont fait remarquer que c'est l'arrondissement le plus turbulent. C'est l'arrondissement où les malfrats se réfugient, qui n'a pas de commissariat. Heureusement, comme je vous l'ai dit, c'est les experts qui étaient avec nous, donc ils leur ont donné les stratégies à développer pour couvrir ces arrondissements en attendant que l'État ne déploie ce qu'il faut. Mais la police municipale pourrait être un complément nécessaire, très utile. Et comme le cadre réglementaire existe, le reste va se mettre en place progressivement. J'anime sur Radio Cotonou une autre émission qui a pour nom Parole aux citoyens, où les citoyens prennent la parole et qui évoquent donc des difficultés au niveau de certaines communes. J'avoue que je reçois des préoccupations comme quoi on interpelle le maire de Cotonou, parce que tout simplement qu'il est le président de la NCB, qu'on lui dit, mais dans certaines localités, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on ne voit pas les maires descendre sur le terrain. Devant ces réalités-là, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Association nationale des communes, des maires qui vraiment s'illustrent comme n'étant pas véritablement à l'écoute des populations? On ne dira pas que les populations exagèrent, d'autant plus qu'il y a des défis à relever, mais on ne sent pas les autorités au niveau des communes véritablement se préoccuper des problèmes des citoyens. Qu'est-ce que vous faites? Ou bien ces idées-là ne vous parviennent pas du tout? Nous parviennent. Oui. On ne peut pas révéler tout ce qui se fait dans les coulisses. Je vous ai dit, beaucoup de
d'informations. Parce que c'est en quelque sorte une plainte adressée au président de l'ANCB pour qu'il puisse parler à ses pairs. Et il le fait énormément. Je ne peux pas vous dire le nombre de mails qu'il reçoit par semaine. Parce que souvent, lorsqu'il y a des plaintes, lui, il a cette méthode et ces canaux de résolution des problèmes. Donc, très souvent, il discute avec les maires. Mais l'autre chose, l'ANCB est organisée de telle manière qu'au niveau de chaque département, il y a un maire qui est membre du bureau. Et donc, parfois, le président s'appuie sur le maire, membre du bureau, pour intervenir au niveau du département. Lorsqu'il y a une préoccupation, il appelle le maire qui est membre du bureau et ensemble, les deux décident de la stratégie à mettre en place pour gérer la situation. Mais ça, c'est quelque chose qui occupe peut-être 40% de son temps. Ces interventions aux côtés des maires, aux côtés des communes, des populations. Les plaintes, je vais vous dire, cette année, nous pensons développer une formation au profit des présidents des commissions permanentes des différents conseils communaux municipaux. Parce que là aussi, des plaintes, des préoccupations, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein du conseil de supervision, mais on a quand même quelques difficultés, etc. Il a dit, cette année, on va les réunir par thématique, c'est-à-dire les présidents des conseils, les présidents des commissions des affaires économiques, on les prend, les présidents des commissions affaires domaniales, on les prend, etc. Et on discute avec eux, avec des experts, pour mieux les orienter, parce que les gens se sont retrouvés aussi dans un environnement qui est un tout petit peu différent de ce qu'ils connaissaient. Donc, les orienter un peu. Il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté politique. Un conseil est avant tout politique. D'accord. C'est des élus. Donc, comment les aider à concilier le côté technique et le côté politique? Ça, ce n'est pas... Sans se révéler comme un donneur de leçons. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas une faculté de, je ne sais pas, d'économie ou de droit qui va venir les former là-dessus. Il faut amener des hommes et des femmes d'expérience pour échanger avec eux, pour essayer de les mettre sur la bonne voie. Et ça, c'est des choses que nous faisons dans la plus grande discrétion. Dans la plus grande... On souhaite ça visible. On souhaite que ça soit visible. Parce qu'il faut coacher les maires. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais donc, eu cette charge-là, il n'a peut-être pas été un chef quartier, et il n'a jamais été un chef d'arrondissement, il est bombardé maire, il ne sait même pas comment approcher les populations. Mais est-ce que vous n'avez pas des initiatives ou des projets, par exemple, pour coacher les maires, pour les préparer vraiment à la fonction? Pas un projet spécifique pour préparer les maires à la fonction. Ça, oui. Il y a une batterie de formation que le ministère de la décentralisation met en place à travers le centre de formation pour l'administration locale. On ne va pas empiéter sur ce qui se fait par le ministère. Mais nous, c'est de façon technique ou de façon spécifique ce qui apporte une valeur ajoutée. C'est ce qui apporte un plus que nous développons. Le président envoie les maires à différentes rencontres, aussi bien à l'interne qu'à l'international. Je n'ai pas la liste, mais c'est une centaine depuis les dernières années. Là, il y a beaucoup de sollicitations de l'ANCB, parce que ça aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, dans la sous-région, l'ANCB est quand même devenue une petite référence. D'accord. Oui. Et ça fait que dans ces rencontres internationales, on veut entendre la voix de l'ANCB. Et donc, très souvent, le président envoie les maires, non seulement pour aller présenter l'expérience du Bénin, mais aussi pour aller découvrir, pour aller voir comment ça se passe pour ailleurs. Apprendre. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de bien. Il y a des maires, c'est avec l'ANCB qu'ils ont effectué leur premier voyage en avion. Oui, ça aussi, je dis, quand les gens disent « Ah non, les maires vont en balade », les maires... Je dis, vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Un maire, peut-être qui a pris l'avion une fois, il sait ce que c'est.
Il sait comment réagir. Un maire qui a vu l'éclairage public, il est allé, vous pensez qu'il est allé en balade, mais l'éclairage public, ce qu'il est allé voir dans un autre pays, dans une autre ville, ça commence par le travailler. Ça change ses paradigmes, ça change sa manière de voir les choses. Parce qu'il n'a jamais vu, comme vous le dites, il n'a jamais été quoi que ce soit. Oui, et du jour au lendemain. Du lendemain, il est maire. Mais pour lui, ce qui se fait là, c'est déjà très bien. Mais le jour où il sort, il voit autre chose. Il ne commence pas à se questionner. Il va se balader, par exemple, dans les rues de New York. On pense qu'il est allé se balader, mais il n'est pas allé se balader. Il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Oui. Et ça agit sur sa personne. D'accord. Nous allons permettre à présent aux auditeurs de poser des questions. Vous pouvez donc commencer à nous joindre ici sur Radio Cotonou pour laisser vos préoccupations à notre invité du jour. On parle bien entendu de l'impact de l'ANCB sur les communes, les efforts qui sont fournis donc pour le rayonnement de notre commune. Et on va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son invité. Paul Chaudaton. Sans oublier le technicien du jour. D'accord, nous vous écoutons. Vous savez que tous ces derniers temps, j'ai toujours fléché la mairie et surtout le maire, lui, que fait tomber à Topo, qui est le maire des maires. Concernant les activités dans les mairies et les conventions, pourquoi ça doit prendre tout ce temps, 1 an, 2 ans, pour cette formalité-là, alors que l'État central a besoin de l'argent pour fonctionner, alors que les conventions sont déjà achetées? Donc, est-ce que c'est les personnels des mairies qui ne veulent pas travailler? Quand on amène un dossier devant eux, je crois que ça a tout un couloir qu'il faut respecter. Chacun, quand un dossier arrive devant quelqu'un, il doit faire son travail. Ils sont payés pour ça. C'est pour ça que nous cherchons, nous leaders d'opinion, nous cherchons à le rencontrer parce qu'il nous a rencontrés avant les campagnes. Et pourquoi les numéros de téléphone sont fermés aujourd'hui alors qu'il nous a dit que son numéro est ouvert? Donc il y a ce problème-là. Si nous cherchons à le rencontrer, nous leaders d'opinion, il faut qu'il puisse trouver un créneau pour qu'on puisse discuter. Vous voulez rencontrer qui? Le maire de Cotonou ou bien le président de l'ANCB? Nous voulons le rencontrer. D'accord. Donc, comme le font aussi les journalistes, nous avons beaucoup de questions à lui poser. D'accord, merci. Parce que d'ici il y a quelques jours, nous avons cherché à rencontrer le DG des travaux publics qui est Jacques Ayadi. Il nous a trouvé un temps. Et nous, leaders d'opinion, nous lui avons posé toutes les questions. Pourquoi ça doit être sujet de difficulté chez nous? D'accord. Donc nous voulons le rencontrer. S'ils viennent librement nous voir pendant les campagnes, qu'ils soient aussi disponibles pour quand ils prennent les pots. D'accord. Merci. C'est mes préoccupations, puisque ces dossiers-là ne doivent pas avoir tant de soucis dans les mairies. Il faut que les ADC et autres soient libérés vite. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Merci et bonne journée à vous, bonne journée dominicale surtout. Un auditeur très pointu donc sur Radio Cotonou, il est très souvent là, que ce soit sur l'émission Parole aux citoyens, que sur cette émission Franc-Parler. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? On m'appelle Adjaki Djebazé, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tambo-Terrier. D'accord. Monsieur Adjaki Djebazé, nous vous écoutons. Oui. Bien, je salue votre invité. Oui. Il a parlé, on a bien écouté sa parole. Ce que je viens de demander, c'est quoi? Lui-même, il a un niveau quand même. Sinon, s'il n'est pas un niveau, on ne peut pas le nommer comme directeur quelque part. Oui. Les maires qui sont élus au Bénin aujourd'hui, depuis fort longtemps, j'allais dire, après Nicéphore Soglo, les maires qui sont en train d'élire n'importe comment, aucun maire n'a pas de niveau. Non. Vous exagérez, vous ne pouvez pas dire aucun maire n'a pas de niveau. Vous exagérez quand même. Vous pouvez dire certains. C'est-à-dire, il faut être administrateur de l'administration territoriale d'abord avant d'être maire. Sinon, comment tu vas te déplacer pour aller au New York pour aller vérifier? Comment tu vas faire le travail de l'administration territoriale? Secondo, chez nous ici, à Tambo-Terrier ici, c'est un arrondissement qui est peuplé, qui n'a pas de commissaire d'arrondissement. L'arrondissement, il y a un bureau, et là, toujours fermé. On peut amener d'abord la police, rester là, avant de construire l'arrondissement, le commissariat. Alors,
Donc, ainsi qu'ils ont fait un bâtiment abandonné depuis 20 ans, 30 ans pour faire, comment appelle-t-on, ananas là, pour faire ananas, bon, pour créer comme une usine de production d'ananas. Et ça là, c'est fermé depuis fort longtemps. C'est un bon bâtiment, ils ont laissé ça. Mais j'ai écrit le ministre, j'ai écrit le directeur comment on appelle, de la police républicaine depuis un an. Il n'a même pas répondu. Et nous sommes là, il y a trop de sécurité dans le village, des vols, des violer la femme dans la russe. Et tout ça là, même à la maison, le problème toujours existe jusqu'à aujourd'hui. Je remercie même les policiers qui sont à Djansé. Ils quittent à 18 km pour aller rester ici. Pour faire la sécurité. C'est pas bien. C'est tant que Dieu qui est l'arrondissement qui est peuplé dans Djansé. Sincèrement, et le maire qui est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il connaît pour aller vérifier tout ça là? Il est à quel niveau? Moi, je ne sais pas. Ça, il faut dire la vérité. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ajakidje, pour votre passage. On va certainement espérer un autre intervenant pour pouvoir poursuivre donc cette émission sur, bien entendu, franc-parler. Oui, pour un autre intervenant que nous allons recevoir. Vous pouvez également laisser vos messages via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73 pour passer donc en direct sur cette émission. Vous pouvez appeler les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous allons donc espérer un autre intervenant. Le standard reste ouvert pour les auditeurs. On a un autre intervenant qu'on va prendre. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. On ne vous suit plus, hein. Il y a une bruit sur la chaîne. D'accord. Posez vos questions. Non, c'est pour appuyer la sollicitation de Paul Chaudaton. Oui. C'est très important, j'appuie ça, je réitère ça. Et par exemple, pour les titres fonciers aussi, on dit qu'on doit avoir les titres fonciers. Ça traîne tellement. Alors, comment on va faire les documentations à temps? Et ça coûte un peu cher aussi. Donc, tout ça là, c'est des préoccupations importantes. Et pour le coup, les maires s'en préoccupent pour la population. D'accord. Là, on parle de ressources au Bénin. Donc, chacun se débrouille pour avoir sa petite parcelle. Et les formalités sont ce qu'elles sont. Donc, vraiment, il y a ça. Donc, en appuyant ce que Paul Chaudaton a dit, j'ajoute cela. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Il y a un autre qu'on va prendre. Oui, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. À qui avons l'honneur? Sébastien Nyorosso. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Franc Parler est le nom de l'émission. Et je salue votre invité, à lui que je demande que, franchement, franc parler, ce qui est dans le cœur. Deuxième chose, quel est le rôle des maires au temps de la décentralisation? Parce que la population aujourd'hui ne sent plus les mains sur le terrain. Et toujours pour des préoccupations, on vous envoie vers les secrétaire exécutif, c'est lui, allez là-bas, on ne sent plus. Est-ce que nous sommes toujours dans la décentralisation ou bien maintenant nous sommes dans la concentralisation ou bien quoi, je ne sais pas le mot que je pouvais employer. Voilà. Et Paul Chaudaton a déjà parlé des affaires de nos conventions aujourd'hui. Ça nous crée des problèmes dans nos mairies. Le maire ne peut pas. Qui va signer les conventions aujourd'hui dans nos mairies entre les maires et les SE? Je n'ai pas le courant ici pour avoir le retour, mais j'ai parlé dans le ville quand même. D'accord. Nous vous écoutons, il n'y a pas de souci. Nous vous recevons sur Radio Cotonou comme cela se doit. On va revenir donc au plateau ici pour commencer à répondre aux auditeurs. Les autres peuvent donc nous écrire sur WhatsApp dans la mesure du possible. Nous poursuivons donc avec vous, Monsieur Liousso. Oui. Donc, on commence par Paul Chaudaton qui parle des ADC qui traînent donc au niveau des communes. Est-ce que vous êtes informé et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça au niveau de la NTB?
Et il faut dire que c'est l'ANCB qui met les formulaires, les imprimés, à la disposition des communes. Ok. Et c'est lorsque la commune exprime le besoin que nous confectionnons et nous mettons à disposition. Il y a eu quelques flottements au début, mais ça s'est normalisé aujourd'hui. Toutes les communes sont servies. Le problème, c'est que la délivrance de l'ADC suit un parcours qui commence par les villages. Il y a des structures villageoises qui doivent faire un travail sur le domaine ou la parcelle pour laquelle on requiert l'ADC. Et c'est ce rapport qui doit être transmis au niveau communal pour que le document soit établi. Il se fait que ces structures ne sont pas mises en place dans toutes les communes. Et donc, ça fait que dans certaines communes, ce n'est pas le problème d'imprimer, les imprimés existent, mais du fait de l'inexistence des structures villageoises de gestion, on n'arrive pas à mettre en place, à délivrer les formulaires aux populations. Mais nous y travaillons. On espère que dans toutes les communes, cela va se normaliser pour que les populations soient satisfaites. L'auditeur a évoqué aussi la question des conventions. Normalement, les conventions ne sont plus de mise. Aujourd'hui, avec la réforme, depuis le 23 août dernier, normalement, les communes ne doivent plus délivrer de conventions de vente. C'est les ADC et le titre foncier. Que, effectivement, les auditeurs l'ont dit, le maire n'est plus signataire de ces documents, c'est le secrétaire exécutif qui signe. Oui. Et ça désoriente quelque peu nos citoyens, nos concitoyens, mais c'est la réforme. Ce ne sont plus les maires qui signent les documents fonciers. Quand vous allez dans le bureau de certains SE aujourd'hui, ils ont tellement de documents à signer. Oui, parce que les SE aussi sont prudents. Oui, ils font très attention. Voilà, ils ne veulent pas se compromettre en signant des documents. C'est très compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des enquêtes qui se font avant qu'on arrive à certaines étapes, mais parfois, et donc, lorsque vous ne vérifiez pas très bien, vous pouvez être compromis. Il y a, comment dirais-je, on dit que les maires ne sont plus disponibles après les élections. Ils veulent rencontrer le président, le maire de Cotonou, président de la NTV. J'ai enregistré la préoccupation de l'auditeur. Oui. Je transmettrai sa demande. À qui de droit. D'accord. Maire sans niveau, est-ce que ça pose un problème? Non, justement. Et ça, c'est dans les tests. En fait, nos tests disent que pour être maire, il faut savoir lire et écrire en français. D'accord. Parce que le travail qu'on attend du maire, ce n'est pas un travail de technicien, ce n'est pas un travail d'élaboration de tests, d'élaboration de budget, etc., de planification. C'est un travail de coordination, un travail de leadership. Et ça, on n'a même pas besoin, à la limite, d'aller à l'école pour pouvoir coordonner. La preuve, dans nos villages, dans nos milieux ruraux, nous avons des sages, nous avons des personnalités qui n'ont pas mis pied à l'école, mais qui sont même à la tête de grandes entreprises. Qui sont à la tête de grandes entreprises, qui sont de très grands leaders. Oui. Donc, ce n'est pas un problème de niveau pour le maire. La preuve, c'est qu'avec la réforme, là, maintenant, on a mis à disposition de toutes les mairies des techniciens. Il y a le secrétaire exécutif et ses collaborateurs immédiats qui sont des techniciens de leur secteur. Donc, le maire, il est là pour coordonner, pour imprimer la direction, mais il n'est pas au charbon. Voilà. À Tango-Djavier, par exemple, il n'y a pas de commissariat, ce qui est déplorable. Vous en avez parlé. Il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de commissariat. Il y a plusieurs endroits où il n'y en a pas, mais bon. Parce que là, on a fait le point. Nous avons 546 arrondissements au Bénin. Je pense qu'on doit tourner autour de 400 commissariats d'arrondissement. Mais j'ai été heureux quand même d'écouter l'auditeur qui a dit qu'il y a les policiers de Zé qui viennent patrouiller. Et c'est ça. Nous ne sommes pas des techniciens de la sécurité, mais les techniciens prennent les dispositions. La police, au niveau de la police républicaine, ils prennent les dispositions pour que les commissariats qui n'ont pas d'arrondissement ne soient pas totalement délaissés. Donc, il y a des
des patrouilles qui se font par les commissariats. J'ai reçu un message par WhatsApp ici qui dit que fait le président de la NCB par rapport au paiement des salaires des agents des collectivités territoriales? L'auditeur veut m'amener à dire des choses. À dire des choses. Non, je ne dirai pas ce qui n'est pas. Je vous ai dit tout à l'heure que le bureau de la NCB a été plusieurs fois reçu par le ministre de la décentralisation, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement et le chef de l'État lui-même. Et à tous ces niveaux, ces préoccupations ont été posées. Vous savez qu'il y a eu en temps une révalorisation salariale au niveau des fonctionnaires de l'État. Le bureau de la NCB a posé la préoccupation pour ce qui concerne les agents territoriaux. Les travaux sont en cours pour déterminer comment cela va se faire. Donc, les fonctionnaires territoriaux sont la préoccupation numéro 1 du président. Mais il n'aime pas parler, il n'aime pas dire tant que ce n'est pas cuit. Comme on le dit. Donc, voilà. Donc c'est sur le feu. C'est sur le feu. Voilà. Nous allons tout simplement vous demander de bien vouloir nous laisser votre mot de fin pour clôturer cette émission. C'est fini? Oui, c'est fini. Oh là. On y va. Je voudrais remercier les auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Oui. Remercier Radio Cotonou pour cette opportunité que vous me donnez de dire quelques mots sur la NCB. On n'a pas eu le temps de tout dire. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Tout à fait. C'est votre maison. Retenez ça. C'est la seule radio municipale au Bénin. Donc, on est là pour la NCB. Et je voudrais dire que depuis quelques années, la NCB s'intéresse fortement au développement local. Toutes nos actions concourent vers le développement local. Mais les populations veulent sentir la NCB, veulent sentir une plus grande proximité de la NCB. Ce qui se fait, je vous ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives concrètes qui touchent véritablement les populations directement, des initiatives inspirées, promues par le président Luc Sétondi Atropo et qui nous permettent vraiment d'aller à la base, d'aller au concret, en plus du plaidoyer que nous continuons de faire, en plus de la plateforme qui est toujours là pour le partage d'informations. Nous allons au concret, nous touchons à la vie des populations. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, parfois, pour changer la vie d'une personne. C'est ça. Lorsque vous mettez 50 jeunes en coopérative et que vous leur achetez quelques bœufs, vous les initiez à la production de biomasse, vous avez changé leur vie. Lorsque vous mettez ensemble quelques femmes, vous les aidez à aménager un périmètre, vous avez changé. Lorsque vous formez une femme à une activité génératrice de revenus, vous lui donnez 50 000, vous avez changé pas seulement sa vie, mais vous avez changé la vie de toute une famille. Et ça, c'est des actions concrètes, pas très visibles, mais que la NCB aujourd'hui mène avec les maires, avec les communautés à la base. Et j'avoue que personnellement, je suis fier d'appartenir à cette ANCB. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Segla Alioussou. Vous êtes le directeur exécutif de l'Association nationale des communes du Bénin. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou, la 94.3. Merci. Franc-Parler